Alain Sanders qui est journaliste et essayiste et qui va nous aider à y voir un peu plus clair sur la guerre dite de sécession, cette guerre entre États du Nord et États du Sud qui s'est déroulée aux États-Unis entre 1861 et 1865 et dont on a célébré le 150e anniversaire, enfin le début du 150e anniversaire en 2011 et qui va ces célébrations qui vont se poursuivre jusqu'en 2015 par définition. Alors Alain Sanders, vous avez publié donc la désinformation autour de la guerre des sécessions aux éditions Atelier Folfer. Merci d'être avec nous dans le studio de Radio. Merci de m'accueillir. J'y suis souvent, le dimanche notamment matin, mais voilà. J'aime bien venir en semaine aussi. Vous êtes journaliste et essayiste, vous êtes un passionné des États-Unis que vous connaissez, que vous avez traversé de long en large, du nord au sud, avec une petite préférence peut-être surtout du sud au sud. Voilà, une petite préférence pour le sud. Non, parce que la seule fois où je suis allé vraiment dans le nord, à part une escale à New York, comme tout le monde, pour prendre un autre vol, c'est quand je suis passé en Pennsylvanie pour aller à Gettysburg, comme le général Lee d'ailleurs. Et j'en suis vite revenu, hélas, comme le général Lee. Alors, je parlais du 150e anniversaire de la célébration de ce conflit, qui était l'occasion d'une grande propagande, qui n'est pas sans rappeler la célébration du bicentenaire de la Révolution française. On s'en souvient en 1989. Mais ça a été l'occasion aussi, rappelez-vous, chers auditeurs, pour ceux qui avaient suivi cette époque, ce moment de célébration, de voir un certain nombre de vérités réapparaître, un certain nombre d'historiens nous réinformer sur ce qu'était la Révolution française, voire de philosophes, François Furet, qui avait surpris un peu son monde, et notamment François Furet avec son ouvrage Penser la Révolution française, et puis l'historien qui courageusement avait rétabli et qui continue à le faire avec talent, c'est évidemment Rénal Sécher, qui a d'ailleurs publié dans la maison d'édition Atelier Folfer, dans la même collection, la désinformation autour des guerres de Vendée, voilà. Où il raconte notamment, bien sûr, il remet les pendules à l'heure, mais il rappelle également, c'est un livre qu'il faut lire parce que la véritable persécution dont il a été victime, avec des gens qui téléphonaient chez lui en pleine nuit, on essayait de faire dire à ses gosses des trucs incroyables. Enfin, il faut lire ce livre, c'est un grand livre de témoignages. Donc, Rénal Sécher sur la Révolution française et La Vérité aussi qui est sortie aux États-Unis sur la guerre des sécessions qui a émergé. Oui. En tout cas, vous avez publié ce bouquin pour réinformer nos compatriotes. Mais la première question que je voulais vous poser, est-ce que cette question de la désinformation est aussi prégnante en France qu'aux États-Unis? Est-ce que là-bas aussi, la version officielle est encore quasi indéboulonnable? Non, elle n'est pas indéboulonnable et depuis longtemps. Le premier livre qui va paraître d'importance est de 1894 par un historien américain qui effaré par ce qu'il lit dans la presse nordiste, va publier un premier livre. Mais il faut dire à la décharge des historiens anglo-saxons en général, et j'y inclus les Britanniques, c'est qu'ils ont une liberté de ton, d'accès et d'approche inimaginable en France. C'est absolument inimaginable ce qu'ils peuvent, les questionnements qu'ils peuvent poser et qui nous seraient complètement interdits. Alors, on le voit, à la guerre en uniforme a succédé une vraie guerre idéologique. Comme souvent, je rappelais la phrase de Brasillac, l'histoire est écrite par les vainqueurs. La version officielle qui nous a été enseignée à tous ceux qui sont, je pense, autour de ce micro est très simple. Il y a les gentils et les méchants. Voilà. Les méchants, c'est les sudistes et les gentils, c'est les nordistes. Alors, le premier grand mensonge, c'est de prétendre que cette guerre a été déclenchée pour des raisons de bien-pensance, en quelque sorte. On a déclenché la guerre pour abolir l'esclavage. C'est absolument faux, c'est une guerre 100% économique au départ. Ce qui est vrai, c'est qu'à partir de fin 1862-1863, le Sud ayant remporté des victoires éclatantes et les puissances européennes, à commencer par la France et l'Angleterre, qui ont besoin du coton, du fameux Cotton King, le roi coton, pour leurs usines de textiles et tout cela, sont à deux doigts de reconnaître les États confédérés. Et là, Lincoln a ce coup de génie de dire, on fait une guerre pour la morale, pour libérer les esclaves, etc. Ce qui n'apparaît vraiment que plus de 2 ans après le début de la guerre.
du déclenchement de la guerre, qui au départ, bien sûr... Il a un toupet énorme, ce Lincoln, ah, d'ailleurs. Oui. Parce que pour cette stratégie de communication qu'il met en œuvre en 62-63, on peut sortir un certain nombre de textes ou de discours qu'il a tenus avant, où ses propos et sa vision de l'esclavage étaient si assez vous clairs. permettez, Je vous laisse lire en Sanders. 1858, il dit « Je puis affirmer que je ne suis pas, et que je n'ai jamais été, pour établir en quoi que ce soit une égalité politique et sociale entre les Noirs et les Blancs. Que je ne suis pas et que je n'ai jamais été pour faire des nègres des électeurs ou des jurés, ni pour leur permettre d'avoir des bureaux ou pour se marier avec des Blancs. J'ajouterais qu'il y a une différence physique entre la race blanche et la race noire qui, je le crois, interdira à jamais à ces deux races de vivre ensemble en termes d'égalité sociale et politique. Et comme ils ne peuvent pas vivre ainsi, tant que blancs et noirs se côtoieront, il devra y avoir une relation de supérieur à inférieur. Et moi, plus que n'importe qui, je suis pour que cette supériorité soit assignée à la race blanche. Signé Lincoln, chef des armées nordistes, parti pour abolir l'esclavage. Et aujourd'hui, icône antiraciste, pour prendre un terme d'aujourd'hui, avec une statue dans Washington statue énorme qui trône. À Washington, où on va lui embrasser les pieds, etc. Bon, voilà, ça c'est une de ces choses-là. On peut rappeler aussi qu'il faudra attendre 1863 pour que les nordistes, et Grant, qui dit pas question de donner une arme à des nègres, d'abord ils ne sauraient pas s'en servir, et il faut à ce moment-là que des gens approchent Lincoln, dont des Noirs, et ils leur disent, il y a quand même un petit problème, dans les armées sudistes, il y a des soldats noirs qui se battent au coude à coude avec des Blancs. Moi j'en ai vu défiler. La première milice qui a été créée pendant la guerre de sécession en Louisiane, elle a été créée par des affranchis et des esclaves noirs qui ont payé leur uniforme, leurs chevaux, leurs armes, etc., pour se battre du côté sudiste. Voilà, il faut rappeler toutes ces choses-là. Les choses ne sont pas aussi simples. Les Indiens avaient des esclaves. Les affranchis, un des plus grands possesseurs d'esclaves en Virginie, c'était un noir affranchi. Donc les choses ne sont pas aussi manichéennes. C'est ce qu'on apprend. On va revenir sur ces origines de cette guerre qui était économique et qui a été transformée pour des raisons de communication. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait plus la guerre pour le pétrole, on fait la guerre pour libérer des peuples asservis. Voilà. Et quand il n'y a pas de pétrole, on voit ce qui se passe. C'est les chrétiens d'Irak qui sont en train dans la région de Mossoul et autres, qui sont en train de partir par paquet de dizaines de milliers, et il y aura bientôt plus dans cette terre, cette Arabie, ce Moyen-Orient qui était entièrement chrétien jusqu'à l'émergence de l'islam. Il y a des poches témoins. Il y a des poches témoins, c'est tout. Même propagande avec la Yougoslavie, on s'en souvient. Et le Kosovo, qui était une terre serbe aujourd'hui, à majorité albanaise. Oui, encore que là, on peut nuancer les choses parce que avant qu'il y ait des Serbes au XIIIe siècle, il y avait quand même des gens qui habitaient là. Les Serbes, on dit le berceau de la nation serbe, c'est à partir du XIIIe siècle. Mais avant le XIIIe siècle, il y a quand même... Depuis Jésus-Christ, il y a 12 siècles. Alors, il y a eu des peuples romains, il y a eu des peuples chrétiens. L'Albanie a eu... On oublie très souvent que l'Albanie, avant d'être ottomanisée, a été aussi une terre chrétienne et qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup... Mère Teresa était albanaise. Elle n'était pas serbe. Mais aujourd'hui, les Albanais sont musulmans. Et donc, si c'était un berceau, c'était un berceau chrétien. Les Albanais ne sont pas musulmans. La grande majorité. On ne va pas refaire le truc parce que je me suis battu à l'époque là-dessus. On m'en a beaucoup voulu en me traitant de pro-musulman. Mais il faut être honnête aussi. J'ai été à Sarajevo. J'ai vu plus de charcuterie qu'à Barbès en ce moment. J'ai vu moins de femmes voilées que sur les marchés de Seine-Saint-Denis en ce moment. J'ai vu moins de mosquées qu'à Marseille où il y en a 72. J'ai été reçu dans des familles musulmanes où ils buvaient ce petit vin là blanc, un peu suret, et des genres de saucisses de Strasbourg au porc. Voilà, il y a eu. Il faut pas oublier que ces gens-là ont été à une époque, c'était ce qu'on appelait des patarins. On va pas refaire tout ça, des genres les bogomiles, les bogomiles qui étaient une hérésie chrétienne, et à ce moment-là, les
il y a eu une croisade, notamment menée par les Allemands et décidée par le pape au XIe siècle, et contre ces gens-là qui étaient des hérétiques, comparable à ce qui s'est passé à Toulouse, enfin chez nous, dans le Languedoc. Et ces types-là, ils en ont pris plein la tronche. Quand les Turcs sont arrivés, les Turcs, à l'époque, le Turc n'était pas un oiseau migrateur, donc ils ne pouvaient pas contrôler ces régions-là. Alors ils ont dit à ces patarins, vous devenez musulmans, vous paierez pas l'impôt, vous gardez vos terres, etc. Et eux, comme c'est une religion intérieure qu'on pouvait pratiquer en faisant semblant d'être catholique, musulman ou orthodoxe, ils ont fait ça. Et il y a depuis des années, il y a beaucoup de musulmans avec un grand thème. C'est Tito qui avait créé cette entité, qui est à Medjugorje. On va pas discuter si Medjugorje est une imposture ou si c'est vrai. Mais à Medjugorje, chaque année, il y a des dizaines de musulmans, entre guillemets, qui reviennent à leur foi d'origine. Mais ça, bon je pense qu'on aura des messages d'auditeurs sur la question. Revenons sur la désinformation autour de la guerre de sécession. Pourquoi vous avez publié un ouvrage aux éditions Atelier Folfer. Alors, vous nous disiez que les raisons étaient bassement économiques à l'origine, en 1861. Il faut attendre 62-63 pour que soit vraiment abordée la question de l'esclavage. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi ce déclenchement du conflit en 1861? C'est une vieille histoire. C'est depuis, on va dire que les premiers frémissements de désir de se séparer date de 1845, 1848. La Virginie veut se séparer. La Virginie demande que l'on mette fin à l'esclavage, à la traite. Et là, c'est le Nord industriel qui en a besoin. Parce qu'ils vont chercher, ils emportent de la mélasse, enfin, une sorte de commerce triangulaire, et puis on leur dit, vous êtes bien gentils, vous arrêtez l'esclavage, mais nous, nos bateaux, qu'est-ce qu'ils font? Notre commerce, les constructions navales de Boston, de Philadelphie, de New York, qui vivent de ça. Donc il y a un refus. Jamais un drapeau sudiste n'a flotté sur un bateau négrier, jamais. Alors, ces questions économiques, ensuite ce glissement, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est la sociologie des armées qui s'opposent. Dans le sud, des sudistes, des gens du sud. Dans le nord, des gens du cru. Des gens du cru, du terroir. Oui. Dans le nord, pas forcément des gens des États-Unis même. Dans le nord, ce qui va, d'abord, il y a 6 millions de sudistes contre 3 fois ça dans le nord, en population. Donc il y a une réserve. Mais en plus de ça, c'est une grande période d'immigration et arrive par paquet à New York des immigrants, notamment des Irlandais, des Écossais, des gens des pays de l'Est, etc. Et quand ils arrivent, on leur dit voilà, vous vous engagez. Je donne des exemples de chansons chantées par les Irlandais. On nous a dit, allez, Patrick, prends un fusil et puis tu auras fait la guerre et tu deviendras un vrai Américain. Donc les types, ils se disent on va faire 2 ans de guerre, 1 an de guerre, 2 ans de guerre et puis on deviendra Américain. Donc ils ont un vivier sans fin. Sans fin, qui véritablement vient nourrir. Dès qu'il y a ils ont eu des pertes énormes les nordistes, mais à chaque fois c'est comblé. Et on a ce crève-cœur, moi qui m'arrache le cœur, de combat où du côté nordiste et du côté sudiste, il y a des régiments composés d'Irlandais. Mais d'Irlandais fraîchement arrivés et d'Irlandais de vieille souche installés là depuis, c'est Scarlett O'Hara, pour reprendre une image un peu folklore. Ils sont là depuis longtemps. Alors, la question aussi qu'on a évoquée tout à l'heure et qui est communément admise, c'est que les États du Sud sont des États esclavagistes. On imagine une population importante à posséder des esclaves et on n'imagine pas ce que vous avez... 4% de la population. Voilà, 4% en réalité. 4% de la population. Et il y a moins de 100 grands possesseurs d'esclaves. Les autres, c'est des petites gens qui en ont souvent pas du tout. Je donne l'exemple de ce jeune sudiste qui est arrêté et à l'interrogatoire, les nordistes lui disent mais comment vous avez à peine un lopin de terre sur lequel vous pouvez à peine gratter de quoi vivre. Vous n'avez pas d'esclaves, vous vous battez. Pourquoi? Alors il leur répond je me bats parce que vous êtes rentré chez moi sans y être invité. Tout simplement. Voilà. 4% à peu près de la population, 4-5% selon les études. Oui, 4-5%. Voilà. Du côté des Noirs affranchis, là aussi, il y a une proportion importante en fait de ces Noirs affranchis qui sont détenteurs d'esclaves. Oui, une proportion, oui.
Il y a une étude qui a été publiée en 97, dont le nom m'échappe. Dans certaines villes, même 30% des Noirs affranchis, comme la Nouvelle-Orléans, possèdent des esclaves. Oui. Et j'ai donné l'exemple d'Indiens, et notamment en Louisiane, il y a des tribus, il y a des groupes indiens qui possèdent des esclaves noirs. Les Indiens eux-mêmes ayant eu des esclaves jadis, et ce qu'on oublie aussi, parce que il faudrait aussi faire une désinformation autour de l'indianisme, sur ces Indiens rousseauistes, gentils comme tout. Bon, il y avait des Indiens anthropophages, il y avait un peu comme chez les Incas et tout ça, sacrifice humain, possession d'esclaves qu'on prenait, prisonniers de guerre, on tuait les hommes ou on les gardait pas, on faisait des femmes des esclaves pour faire de nouveaux enfants, etc. Tout ça, on s'explique pas comment une poignée d'hommes, alors au Mexique, on l'a vu avec les conquistadors en Amérique latine, mais même dans le Nord, on s'explique pas pourquoi des poignées d'hommes, notamment les Français, dans ce qui sera le Québec, vont attirer à eux des nations indiennes. Parce qu'il y a certaines nations indiennes qui sont bien contentes de ne plus servir de garde-manger ou de matière à devenir esclave ou tuée par les autres qui les domine. Voilà. Ce dont on est frappé à la lecture de votre ouvrage, qui rétablit un certain nombre de vérités, c'est évidemment la désinformation sur cette question de l'esclavage, c'est aussi la violence dans des conflits, et donc à la fois cette guerre idéologique et cette violence physique qui s'accompagne de destruction de population, n'est pas sans faire penser... Génocide culturel. Voilà, au génocide vendéen. Pour pas parler. Les similitudes sont tellement fortes qu'on retrouve un Borgard Borgard qui descend d'une famille de Vendéens, bien sûr, le général Borgard qui commande à Charleston, en Caroline du Sud. Il y a beaucoup de Français, en Louisiane. Il y a beaucoup d'officiers français qui sont dans la guerre de sécession. Il y a beaucoup il y a des Espagnols. Il y a tous ces gens-là. Il y a une petite communauté qui se fait. Et puis, alors si on veut rester dans les clichés racistes et autres, la majorité des Juifs du Sud épousent la cause sudiste. Il y a même un Benjamin qui va devenir un ministre d'État aux côtés de Jefferson Davis, qui s'en tire de justesse à la fin de la sécession. Il réussit à sortir en bateau et partir en Angleterre, tandis que dans le Nord, il y a quasiment pas d'officiers nordistes d'origine juive, et mieux, il y a Grant qui va prendre des mesures dans certaines villes pour les faire déporter, parce qu'il les soupçonne d'avoir des accointances sudistes. Alors on est dans un front inversé, si j'ose dire. On a souvent dans l'utilisation de cette guerre, utilisé un camp sudiste qui aurait été... Andersonville. Exactement. Une extermination des militaires du Nord. C'est un peu comme ça que c'est présenté. Là aussi, vous rétablissez la vérité, nous expliquant pourquoi ils sont peu nourris. C'était un camp terrible, mais parce qu'il y avait la famine, mais ils ne mangeaient pas plus et pas moins que leurs gardiens, qui n'avaient plus rien. Et alors là, on en a fait un film, il y a un gros bouquin sur Andersonville, etc. Alors qu'il y a un véritable camp de concentration dans la région de New York, qui est le camp d'Elmira, qui est un camp d'extermination. Et là, sans excuse aucune, parce que le Nord n'a jamais connu de disette, n'a jamais manqué de médicaments, n'a jamais manqué de chaussures, n'a jamais manqué de couverture, n'a jamais manqué de réarmement, de munitions, etc. Et dans ce camp d'Elmira, on laisse mourir les gens, et même on fait payer les visiteurs, on leur fait prendre un ticket le samedi pour venir voir autour des remparts, pour venir voir les bêtes curieuses qui sont à l'intérieur en train de mourir. Voilà. C'est encore des choses à rappeler. Autre chose à rappeler de ces éléments symboliques, La casse de l'oncle Tom, ouvrage présenté comme la référence pour comprendre ce qui s'est passé dans le Sud. Oui, par une dame qui n'a jamais, qui est jamais sortie de chez elle, qui n'a jamais, voilà. Oui, c'est un des éléments, bien sûr. Bien souvent, il y a des livres comme ça qui font pleurer dans les chaumières et qui sont pas très proches de la vérité, parce que les relations raciales, alors on va le dire tout de suite pour que les gens ne s'y trompent pas, l'esclavage est une abomination totale. C'est pas une invention du Sud. C'est pas, vous rappeliez tout à l'heure les commémorations. C'est dangereux, les commémorations. Pour la Révolution française, quand on ouvre la boîte de Pandore, il y a, bien sûr,
l'exaltation de ce qu'ont été les grands ancêtres, mais il y a des historiens qui en profitent pour rappeler ce qu'ils ont été aussi. C'est-à-dire la terreur, les massacres, les petites gens. C'est pas la noblesse qui a le plus morflé, c'est les couturiers, les parfumeurs, les femmes de ménage, les domestiques. Voilà, c'est eux qui ont le plus morflé. Alors on rappelle tous ces choses-là. Ça permet de rappeler, grâce à Rénal Séché, ce qui s'est passé en Vendée avec des tanneries de peau humaine, avec des massacres de masse, avec les fameux chapelets de Carrier sur la Loire. Eh bien là, quand on ouvre on veut faire des commémorations. À ce moment-là, il y a des commémorations qui se font, et on voit des groupes et des professeurs afro-américains, comme il convient de dire aujourd'hui aux États-Unis, des professeurs afro-américains qui disent arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Il y a eu 70 000 Noirs dans l'armée sudiste. Alors pourquoi on l'a pas su jusque-là? C'est que quand ils étaient arrêtés, même les armes dans la main, par les nordistes les notaient comme des prisonniers muletiers, ambulanciers, domestiques, etc. Alors que c'était des soldats. Et il y a un film qui vient de sortir, que je viens de voir, là, dont le nom m'échappe, qui est assez intéressant. Ah non, qui vient de sortir en DVD, s'appelle Le Dernier Confédéré. Si quelqu'un a l'occasion de le voir, c'est une vraie histoire. Et on voit à un moment des combats, on voit des Noirs au coude à coude, monter à l'assaut avec des nordistes. La grande différence, c'est que quand les nordistes, avec des sudistes, la grande différence, c'est quand les nordistes ont commencé à accepter d'avoir des régiments avec des noirs, ça s'appelait les colored troops, les troupes colorées. Tous leurs officiers étaient des blancs, qui avaient un salaire conséquent. Les soldats blancs avaient des salaires conséquents, tandis qu'eux étaient sous-payés, ils étaient la plupart du temps nourris. La différence, c'est que dans les armées sudistes, les Noirs qui étaient là, ils touchaient rien, ils bouffaient pas grand-chose, mais ils étaient exactement sur le même plan que leurs copains blancs dans la tranchée d'à côté. L'autre grande différence, c'est que dans le sud, vous aurez partout des monuments. Là, je le montre aux auditeurs, mais je vous le montre à vous. Voilà, Remember the South Black Confederate Soldiers au nord. Souvenez-vous des soldats confédérés, noirs, afro-américains. Il y a des monuments à leur mémoire dans plusieurs villes du Sud. Il n'y a aucun monument à la gloire de n'importe quel soldat colored dans le nord des États-Unis. Et si le Sud avait gagné la guerre de sécession, paradoxalement, cette confédération aurait eu la plus grande armée de soldats de couleur que les États-Unis auraient jamais connue. Voilà. Alors on a vu après le conflit une guerre idéologique qui se poursuit, une rééducation, une yankisation. Oui, exactement. Oui, avec les bouquins scolaires, on envoie des professeurs des instituteurs du Nord, on détruit tous les livres, tout le matériel scolaire sudiste pour apporter du matériel scolaire nordiste, etc. Ils sont considérés comme des brutes, comme des abrutis, comme ce qu'on appelle, de termes péjoratifs, on disait les rednecks. C'est-à-dire les cous rouges, c'était comme on disait chez nous, les pecnos, les bouseux, etc. Redneck, parce qu'ils travaillaient la terre, eux, et ils avaient le cou rouge. Et c'est devenu aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un terme qui est repris, et vous voyez dans le Sud des autocollants où « I'm proud to be a redneck », je suis fier d'être un redneck. Ils ont retourné la chose. Est-ce que ce souvenir est encore très vivace dans la population du Sud ? Ah oui, il est vivace, parce que ça, c'est la grandeur des États-Unis. Nord-Sud, c'est que ce n'est plus, ça a été non pas une guerre civile comme on le dit, vous savez que les nordistes appellent ça Civil War, nous on appelle ça la guerre de sécession, c'est un terme qui n'est pas utilisé, là-bas ils disent Civil War quand ils sont nordistes, et ils disent la guerre entre les États, War between states, quand ils sont sudistes. Parce que ça n'a pas été une guerre civile, c'est un camp qui veut imposer à l'autre camp sa vision. Et l'autre camp veut imposer à l'autre camp sa vision. Là, les sudistes, ils ne veulent imposer rien. Ils ne veulent pas envahir le Nord, ils ne veulent pas que le Nord pense comme eux, ils ne veulent pas que le Nord adopte leurs croyances ou leur manière de vivre. Et Jefferson Davis, le président de la Confédération, résumera la situation en disant « Nous, on vous demande qu'une chose, laissez-nous tranquilles ». Voilà. Donc c'est une guerre entre des États. Mais cette guerre, une fois que ça a été terminé, il y a eu... Ça a pris du temps, parce qu'il y a ce qu'on a appelé la reconstruction, qui a été un génocide culturel, mais au bout d'un moment, ça s'est délité,
Et aujourd'hui, vous allez dans le Sud et vous avez l'impression que c'est le Sud qui a gagné la guerre. Si je faisais une comparaison, c'est comme si aujourd'hui, dans les villes de France, vous aviez une statue du général Salan, deux stèles à la gloire de Gueldre, un panégyrique des résistants Algérie française, etc. Vous allez dans le Sud, vous avez partout, les rues s'appellent rue du Général Lee, l'avenue Général Borgard, les monuments, alors des monuments énormes. Vous allez à Austin, au Texas, il y a des monuments, des stèles, dans la plus petite ville du Sud a son monument confédéré, alors que généralement avec un soldat sudiste sur le début. Ce qui est amusant, c'est que jusqu'en 1880, ce soldat sudiste est debout et il arme son fusil en visant le nord. Et puis quand ça s'est apaisé, on a des monuments avec un soldat l'arme au pied. Mais partout, vous allez partout, Dixie, les gens ont le drapeau confédéré sur leur voiture, qui flotte devant la maison, qui flotte sur certains capitoles. Alors il y a eu des campagnes énormes. C'est ce que je voulais évoquer avec vous quand même. Il y a eu des campagnes. Chaque année, on a des campagnes. Cet été, on a encore vu une université, c'était celle de Richmond, je sais pas où, voilà, du Sud, qui a retiré le drapeau étoilé, la croix étoilée d'ici, la bannière voilà, sudiste. exactement, la bannière sudiste. Et puis il y a sur une demande d'étudiants dits afro-américains. Comment vous expliquez alors cette offensive, si la vérité est éclatée, qui organise ça? Il y a la bien-pensance quand même qui existe. Il y a eu même je le cite comme au début il y a Monroe ou Richmond, il y a des musées confédérés partout là aussi. Bon, mais ils vendent, moi j'en ai acheté toute une série, des petits soldats de plomb, ou à Fort Sumter, ils vendent des petits soldats de plomb. Alors il y a les nordistes et les sudistes. Alors inutile de vous dire que dans les proportions d'achat, parce que je me suis renseigné à chaque fois, c'est 2 tiers, 1 tiers. Les gens achètent 2 tiers de sudistes pour 1 tiers de nordistes. Mais dans ces petits soldats sudistes, il y a des petits soldats qui sont des noirs en uniforme gris, comme l'image que j'ai essayé de montrer par la radio. Eh bien, à Richmond et à Monroe, il y a eu des campagnes de gens qui ont demandé qu'on interdise ça, parce qu'il ne faut pas que ce soit dit. C'est une manière de foutre en l'air toute la propagande. Alors, ils ont résisté. Il y a des endroits, les endroits où, par exemple, en Géorgie, ils ont supprimé le drapeau confédéré qui était dans une partie du drapeau officiel. Ils en ont fait un autre avec un sceau, le sceau de l'État. Bon, mais ils ont quand même reculé. Ça prouve bien que c'est un symbole mais bien sûr, mais ils reculent parce que vous avez, comme chez nous, vous avez l'establishment qui lui reculera toujours. Mais dans le Mississippi, dont le drapeau du Mississippi, c'est carrément le drapeau confédéré. Bon, qui est là. Bon, il y a eu un référendum, ce qui n'a pas été fait en Géorgie, parce qu'ils se sont dit on fait un référendum, on est blousé. Il y avait une campagne, laissez votre drapeau flotter, gardez votre drapeau, nanana. Bon, moi j'ai été acheter en Géorgie un drapeau. L'ancien, parce qu'ils le vendent encore et il flotte toujours, et je dis au marchand, vous me donnez le vrai, hein. Il me dit, moi j'en vends pas d'autres. Bon. Et dans le Mississippi, ils ont fait un référendum, et le maintien du vieux drapeau a été voté par 73%. Quand vous pensez que dans le Mississippi, les Noirs sont majoritaires, ça veut dire qu'il y a des Noirs qui ont voté pour garder ce drapeau-là. Parce que c'est leur héritage. Il y avait une espèce de patriotisme de ces Noirs-là qui ont été bien souvent déboussolés. Je donne beaucoup d'exemples par cette brutalité nordiste alors les colonnes infernales, des viols de femmes noires, des Noirs qui étaient abattus parce qu'ils étaient soupçonnés d'être des espions sudistes. Il y a eu une répression extraordinaire à l'égard de la population afro-américaine de la part des libérateurs. Sur les mythes que vous déboulonnez, donc il y a un certain nombre de figures, Grant, Lincoln. Alors Lincoln, on a vu tout à l'heure ce qu'il pensait réellement des Noirs et d'esclavage. Il avait aussi une personnalité un peu spécifique, je crois. Grant, Lincoln. Ah ben Lincoln, oui. Enfin, c'était un homme très intelligent sans doute, mais il était un petit peu embêté par sa femme, si j'ose dire. Sa femme, qui était une
une grande dépensière, hein, et il y a eu un grand scandale à Washington. C'est au moment où on avait du mal à trouver des chaussures et des couvertures pour les soldats, et elle faisait changer à la Maison Blanche toute la décoration, quoi. C'est des espèces de premières dames à la française, bien souvent, hein, qui refont l'Élysée 25 fois parce que ça correspond pas à ce qu'elles aiment. Mais bon, en pleine guerre, ça a fait un petit peu désordre. Laquelle malheureuse Madame Lincoln, alors peut-être la mort de son mari, l'assassinat de son mari n'a pas aidé, mais même avant, elle était hystérico-dépressive, je ne sais pas comment dire aujourd'hui, elle a fini folle. Et on dira au passage que toute la famille de Madame Lincoln était une famille qui possédait des esclaves, tandis que le général Lee, qui était de la parentèle de Washington, du grand Washington, dont la femme était la petite fille adoptive, c'est un peu long, mais la mère de la femme du général Lee, le père de la femme du général Lee avait été adopté par Washington. Eh bien, ils avaient affranchi tous leurs esclaves. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils entendent la voix d'Alain Sanders, auteur de La désinformation autour de la guerre de sécession, paru aux éditions Atelier Faut le faire.